Laurent, il est juriste, il est chercheur associé dans les domaines des conditions de travail et santé et sécurité de l'Institut syndical européen. Il enseigne en droit de la santé au travail ici à l'ULB, à l'Université libre de Bruxelles. Mais il a aussi travaillé, notamment au début de sa carrière, une très longue période en Amérique latine. Et c'est comme ça qu'il a gardé beaucoup de contacts, une collaboration étroite avec les mondes académiques en Amérique latine, mais aussi avec toute une série d'institutions du secteur professionnel, des acteurs du monde syndical et des mouvements sociaux qui se battent pour une amélioration des conditions de travail et de santé. Plus concrètement, dans les cadres de la sociologie et la santé au travail, les travaux de Laurent sont d'un grand intérêt, notamment pour problématiser la relation entre femmes, travail et santé au travail. Dans les cadres de ces lectures, on peut aussi reconnaître l'existence des expositions différenciées entre hommes et femmes aux facteurs de risque psychosociaux. Ces travaux sont d'une grande richesse aussi pour favoriser la diffusion et le développement de perspectives féministes dans les luttes de santé au travail. Toutes ces recherches nous permettent d'interroger également les effets et conditions de travail et les effets et conditions d'emploi sur les inégalités sociales en matière de santé. Et enfin, et bien sûr, les travaux de Laurent sont d'un grand intérêt pour mieux comprendre en quoi l'enjeu au centre de lutte actuelle en matière de santé au travail ne se limite pas à rendre visible l'invisible, mais passe par une mise en cause de l'organisation du travail comme seul moyen pour améliorer et protéger les travailleurs dans le cadre de leur travail. Laurent est aussi et avant tout un chercheur passionné et engagé dans l'amélioration justement des conditions de travail. Et personnellement, je trouve que sa pratique professionnelle a toujours été marquée par une volonté de décloisonner toutes sortes d'approches. Il y a un déclassement vraiment au niveau de la discipline. Il a toujours privilégié ses regards partagés, ces déclassements entre les droits, la sociologie et l'épidémiologie, justement pour mieux comprendre les transformations du monde du travail et les effets de ces transformations au niveau des travailleurs et des travailleuses. Il y a aussi cette volonté de décloisonnement au niveau des territoires, ce qui l'amène à justement apporter son attention aux luttes pour l'amélioration des conditions de travail, que ce soit au niveau des travailleurs de Dockers, de la ville française de Nantes, que ce soit au niveau des femmes paysannes au Mexique ou des travailleurs migrants au Maghreb. Et il y a aussi toujours cette volonté de décloisonner les pratiques, de favoriser un déclassement au niveau des savoirs pour justement favoriser la rencontre entre les savoirs et les connaissances des scientifiques et les connaissances collectives des travailleurs et des travailleuses comme seul moyen pour aboutir à la mise en place des pratiques de prévention réelle de la santé sur les lieux de travail. Enfin, et de manière très concrète, donc la chaire Liebman de cette année-ci sera organisée autour de 4 exposés qui permettront d'analyser de manière plus approfondie différentes dimensions liées à ce fait de la crise du Covid sur la santé au travail. Concrètement, la séance d'aujourd'hui portera donc sur l'impact des politiques sanitaires sur le travail, inégalité sociale de santé et risque professionnel inégal. Et cette séance sera suivie de 3 cours. Donc demain, la présentation sera axée autour de l'analyse de la situation au niveau européen. Après-demain, l'analyse portera sur l'analyse au niveau de l'Amérique latine. Et finalement, jeudi, pour la séance de clôture, la présentation sera axée sur les luttes sociales en temps de pandémie. Donc, je m'arrête ici. Je rends cette essai de la parole. Voilà. Bonsoir et évidemment un grand merci à l'Institut Marcel Liebman pour m'avoir invité pour cette chaire. Je vais commencer par vous présenter l'ensemble du travail qu'on va faire ces jours-ci, donc d'aujourd'hui jusqu'à jeudi, et ensuite on passera à l'exposé proprement dit. L'idée, c'est que les exposés ne dépassent pas 70 minutes ou 60 minutes et qu'on ait du temps pour le débat. Et donc, voilà, j'espère que ce sera une discussion animée et qui permettra d'avancer.
Alors, parler du Covid sous l'angle du travail, des inégalités sociales de santé et des luttes sociales, c'est évidemment un choix. On peut parler du Covid sous des milliers d'angles différents, et il suffit de voir la richesse des articles qui paraissent depuis le début de la crise, etc. Donc forcément, voilà, pour quatre exposés, il fallait choisir un fil directeur, et c'est le fil directeur que j'ai choisi, en partie, comme l'a dit Cécilia, c'est certainement celui où je me sens le plus à l'aise, mais aussi parce que j'ai la conviction profonde que c'est un fil qui permet le mieux de faire la critique des politiques qui ont été suivies et des différentes positions qui se sont manifestées dans le champ social et politique. Donc je suis convaincu que c'est à partir du travail que l'on a, je dirais, un fil conducteur cohérent pour faire la critique de ce qui se passe aujourd'hui. Alors, un des éléments qui joue à ça, c'est évidemment le rôle central du travail dans les inégalités sociales, que ce soit les inégalités de classe ou les inégalités de genre. Et donc ça, c'est évidemment un facteur fondamental. Un autre aspect, c'est aussi que ça a été, tout au long de la crise et encore aujourd'hui, l'angle mort de la plupart des politiques suivies. Hein, qu'il s'agisse du confinement, qu'il s'agisse aujourd'hui des débats autour de la vaccination, etc. La question des conditions du travail et des inégalités qu'elle provoque est souvent passée sous silence. Hein. Et donc, j'aurai le temps aujourd'hui d'expliquer ça de façon plus détaillée, mais dans l'approche de la santé à partir d'individus atomisés, c'est clair que la question du travail à ce moment-là est complètement évacuée. Ou qu'on ne la reconnaît que dans des cas limites. Par exemple, on le reconnaît quand il s'agit du travail des infirmières, du personnel de santé, du personnel des maisons de repos, mais ça, ce sont des cas limites, puisque là, il y a un impact direct, immédiat, visible sur la santé d'autrui. Donc voilà, ça c'est la raison pour laquelle je vais prendre le travail comme fil conducteur. Alors, deuxième élément, c'est qu'on est dans une réalité en cours de développement, et donc il est clair que on est tous avec énormément d'incertitudes, non seulement d'incertitudes par rapport à ce qui se passe, mais d'incertitudes par rapport à nos propres propositions. Hein, je ne cacherai pas qu'au fur et à mesure que j'écrivais, que je lisais des documents, sur un certain nombre de points, je ne dis pas que j'ai changé radicalement de position, mais en tout cas, voilà, j'introduisais des nuances, je me disais oui, est-ce que ça c'est vraiment justifié, etc. Jeudi, ce sera l'exposé, je dirais, le plus politique. Et donc je vous donnerai voilà, l'état de la réflexion auquel je suis arrivé maintenant, mais ça m'intéresse aussi justement de pouvoir en débattre avec vous. Et d'autre part, c'est clair que c'est un sujet qui nous implique, je dirais, de façon vitale, existentielle. Enfin, je veux dire, voilà, si je faisais un exposé sur les systèmes de santé en Amérique du Sud, bon, ça me passionne et tout, mais vous n'êtes pas impliqué de manière vitale, existentielle, dans ce qui se passe au niveau des systèmes de santé en Amérique du Sud. La question du Covid a évidemment traversé toutes nos vies, a provoqué inévitablement un très grand nombre d'émotions, des prises de position. Tout ça, de mon point de vue, ce n'est absolument pas un obstacle à faire un travail scientifique sur cette question, mais il faut en être conscient. Donc il faut en être conscient de la part énorme de subjectivité que nous impliquons quand on aborde une question comme celle du Covid. Elle est sans doute supérieure à mon avis, n'importe quel autre thème qu'on aurait pu choisir, parce que simplement, ça fait 2 ans que nos vies sont largement... enfin, je veux dire, on est placé sous cette enseigne depuis 2 ans. Alors, il y a donc aussi un problème, c'est que rien que lire toute la littérature passionnante, autant au niveau scientifique qu'au niveau journalistique, ça demanderait plus qu'un seul individu. Hein. Et donc, forcément, il y a aussi une part de hasard dans les références que j'ai pu mobiliser, parce que je n'ai évidemment pas eu le temps de tout lire. Bon, je me suis aussi appuyé sur des conseils de différentes personnes. Et ce que je vous propose, c'est de ne pas vous donner systématiquement les références, parce que sinon ça alourdirait énormément les exposés, mais de placer sur le site de l'Institut Marcel Liebman, donc après les conférences, toute une série de données bibliographiques, notamment les ouvrages qui m'ont le plus aidé dans la réflexion, mais aussi des données statistiques ou des renvois vers des liens qui vous permettront d'avoir accès à ces données. Et donc ne me demandez pas à chaque fois, oui, c'est quoi la méthodologie, d'où viennent ces statistiques, parce que là, évidemment, on passerait beaucoup trop de temps pour des choses qui sont importantes au moment de passer à l'écrit, mais qui sont secondaires, à mon avis, dans un exposé oral.
Alors, en un sens, vous êtes un peu des cobayes, parce que, voilà, c'est un travail en cours. Hein, souvent, quand on va à une chaire, la chaire Marcel Lyman, c'est des gens qui ont derrière eux une publication, 5 ans ou 10 ans d'études sur un sujet déterminé, et qui viennent vous présenter des résultats. Bon, ce n'est jamais un travail complètement haché, mais en fait, un travail largement avancé. Ici, non. Ce que je vous présente, c'est plutôt un travail à peine entamé, ou enfin entamé depuis 2 ans. Et donc voilà, je suis pour cela d'autant plus intéressé à l'interaction, puisque c'est comme on dit, un work in progress. Et il y a des hypothèses, par exemple, qui me viennent à l'esprit, qui peut-être seront complètement démenties dans 2 ou 3 mois, peut-être qu'elles ne le seront pas, et peut-être que vous aurez des explications alternatives qui sont tout à fait intéressantes. Donc le déroulement, ce qui va avoir 4 exposés. Le premier, aujourd'hui, c'est un peu un exposé introductif général, avec aussi le souci de donner des éléments d'analyse qui ne soient pas européocentristes. Autrement dit, de donner, alors je ne dis pas que j'y parviendrai sur chaque élément, mais donc d'essayer de, chaque fois que j'ai fait la sélection, je dirais, entre ce que je vais présenter aujourd'hui et ce que je vais présenter les autres jours, je me suis dit, bon, j'ai relégué un certain nombre de choses pour les autres jours, parce que je trouvais que c'était pertinent, c'était intéressant, mais c'était trop centré sur l'Europe. Et donc voilà, j'essaye de vous faire un exposé qui peut servir, peut aider à analyser le Covid comme phénomène mondial, comme phénomène d'ailleurs lié à la mondialisation. Hein. Je veux dire, ça ne nous aura pas échappé. Dans les premiers mois de la pandémie, on pouvait pratiquement suivre l'expansion du virus en fonction des grands axes des échanges économiques. C'est parti de Wuhan, de ces 11 millions d'habitants, essentiellement des ouvriers, dans des entreprises manufacturières qui desservent pratiquement la totalité du monde. C'est arrivé très vite en Italie du Nord, même chose, énorme concentration industrielle, etc. etc. En Amérique latine, une des voies d'entrée, ça a été un désastre total, c'est Guayaquil, qui est un grand port sur la façade pacifique, etc. Donc, le lien entre Covid et mondialisation, je crois, a été largement démontré. En même temps, depuis le début de la pandémie, et je trouvais cet article assez intéressant, c'est un article d'Alain Beer, dont maintenant je ne me souviens plus du titre exact, mais je vous donnerai ça dans les références. Alain Beer insistait, et je trouvais qu'il avait tout à fait raison, sur une contradiction fondamentale qui était mise en avant par le Covid, c'est que d'un côté, la pandémie, et pas seulement la pandémie en tant que phénomène biomédical, mais tout ce qui va autour de la pandémie est un phénomène mondial qui bouleverse le système capitaliste au niveau mondial, mais que d'autre part, toutes les fonctions de reproduction de la force de travail, c'est-à-dire les systèmes de santé, les systèmes d'enseignement, les systèmes de protection sociale, etc., restent nationales. Et donc, il y a évidemment une contradiction entre cette expansion planétaire très rapide, je veux dire, aucune autre pandémie massive ne s'est jamais répandue dans l'histoire du monde aussi vite. Donc, il y a une expansion planétaire qui était extrêmement rapide et qui donc a posé des problèmes au minimum comparables entre les différents pays, même si la gravité n'était pas forcément la même dans chaque pays, et d'autre part, une gestion de crise qui est restée pour l'essentiel entre les mains des États nationaux. Hein. L'OMS apparaît comme un acteur, mais quand même un acteur vraiment à l'arrière-plan. L'OMS n'a aucun pouvoir de décision sur quoi que ce soit, et des moyens très limités, et une nécessité sans arrêt de faire des compromis entre les différents États qui en font partie, donc c'est forcément son rôle est limité. Et au niveau, je dirais, des mouvements sociaux, la solidarité internationale a pu jouer un certain rôle, mais de façon vraiment archi-secondaire. Donc malheureusement, je dirais en tout cas, les mobilisations sociales se sont plutôt amorcées au niveau national, et c'est au contraire les courants réactionnaires qui très rapidement se sont répandus au niveau mondial. Hein, si vous prenez toutes les campagnes de ce que j'appelle les covido-sceptiques, là au contraire il y a quelque chose d'assez remarquable, c'est qu'on peut voir la même fake news apparaître à 11h du matin, mettons, en Italie, et se retrouver au Brésil une demi-heure plus tard, et être diffusée massivement. Voilà, donc ça c'est pour la présentation générale. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une bibliographie que je mettrai sur le site de l'Institut Marcel Lyman. Il y a une série de livres, alors de façon peut-être très subjective, si vous ne vouliez lire que 2 livres sur le Covid, voilà, il y en a 2 qui m'ont particulièrement aidé, que je trouve vraiment remarquables, en français, il y en a 2 dans d'autres langues. L'un,
s'appelle l'explosion des inégalités. C'est vraiment un travail remarquable qui a été fait enfin, par toute une équipe, mais qui a été coordonné par Anne Lambert et Johanny Cahouette-Ramblière. C'est un travail qui est un aller-retour constant entre du quantitatif, c'est-à-dire des grandes enquêtes qui ont été menées pendant la période du Covid en France sur les inégalités sociales, et du qualitatif, c'est-à-dire des entretiens à la Bourdieu qui retracent des parcours de personnes pendant l'épidémie de Covid. Donc ça, je trouve que voilà, ça s'appelle l'explosion des inégalités. Comme vous pouvez voir, si je devais vous lire tous les extraits que je voulais vous lire, il y en a pour 8 heures, donc je ne le ferai pas. Et l'autre qui est aussi, je trouve, excellent, c'est un livre qui s'appelle Pandémopolitique. C'est également un livre collectif. Voilà, je vous laisse le découvrir et éventuellement j'en parlerai un peu plus jeudi quand l'exposé sera beaucoup plus directement politique. Alors pour aujourd'hui, donc, ce que je vais essayer de faire, c'est un peu planter un décor, mais c'est jamais neutre de planter un décor, c'est-à-dire aborder essentiellement deux questions. Une question, c'est finalement, c'est quoi la santé publique et comment répondre au Covid par une politique de santé publique. Alors vous pouvez dire, voilà, a priori, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt. Vous verrez que, en fait, poser ces questions est utile par rapport aux réponses politiques, mais aussi aux réponses que nous apportons nous-mêmes en tant qu'individus par rapport à la question du Covid. Et l'autre question, c'est évidemment le rôle du travail, le rôle des conditions de travail et des conditions d'emploi dans le Covid. Alors quand je dis dans le Covid, chaque fois, je ne vais pas répéter cela, mais c'est important de le dire d'emblée, ce n'est pas uniquement le Covid en tant que problème sanitaire, c'est le Covid et toutes ses conséquences, effets collatéraux et transversaux, hein, donc c'est l'augmentation du chômage, l'augmentation des inégalités entre les hommes et les femmes, etc., etc. Mais pour faire vite, je dis chaque fois le Covid ou la crise du Covid, mais il faut évidemment chaque fois entendre derrière cette manière de parler que ce n'est pas simplement le problème biomédical de ce virus qui nous pose toute une série de problèmes. Alors, d'abord, la question de la santé publique. Je crois que c'est vraiment un point qui mérite d'être abordé parce qu'on a tous tendance à dire à partir où l'État met des sous dans des politiques de santé, on va appeler ça santé publique. Hein? Et donc c'est une description. Je ne suis pas, personnellement, je ne suis pas très passionné par les batailles de vocabulaire. Si on va appeler ça santé publique, on va appeler ça santé publique, mais de mon point de vue, ce n'est pas ça. Hein? Et donc, la question de la santé publique, ce n'est pas la question de savoir qui met les sous, ce n'est pas la question de savoir quelle institution s'occupe de quoi, c'est une question beaucoup plus importante qui est finalement comment est-ce que la société fait pour résoudre des problèmes de santé. Hein? Et donc, par rapport à ça, on a plusieurs approches possibles. Hein? Par exemple, la médecine libérale, c'est une approche possible qui n'a rien à voir avec la santé publique. Le choix individuel, hein, la liberté du patient, c'est une approche possible et utile, hein, mais qui n'est pas en elle-même de la santé publique. Et donc, la santé publique, c'est autre chose. Et donc, je vais essayer, dans un premier temps, de donner une introduction historique, mais alors vraiment très brève, et donc à la limite qui risque peut-être d'être trop brève, enfin on verra bien, il y aura de la place dans le débat, et ensuite de montrer en quoi les réponses qui ont été apportées au Covid, dans la grande majorité des cas, ne s'inscrivent pas dans des réponses de santé publique. Et ensuite je montrerai aussi à partir de quelques exceptions que des alternatives étaient possibles. Alors, et donc il y a, je dirais de façon constante, un écart entre les stratégies qui ont été mises en place, peut-être que le mot stratégie est très généreux, parce que souvent c'était plutôt de l'improvisation et des décisions prises dans l'urgence, et ce qui aurait pu être fait sur la base d'une stratégie de santé publique. Alors, comme toujours, on aime bien avoir des parapluies de spécialistes, hein, et donc je peux me retrancher, ou enfin plutôt me couvrir, sous le parapluie d'un article de Richard Horton, que j'ai trouvé qui est très bref, hein, c'est une page, qui a été publié dans le Lancet, je vais essayer de le retrouver. C'était déjà il y a plus d'un an, c'était en septembre 2020, et donc Richard Horton, qui c'est le directeur de la revue Lancet, hein, qui est un des plus prestigieux journaux médicaux au niveau mondial, et il a écrit un article dont le titre pouvait paraître provocateur, mais dont le contenu est très intéressant. Il a dit « Le Covid, ce n'est pas une pandémie ».
C'est quoi ça? C'est pas du tout un article négationniste, loin de là. Il dit, mais pour moi, le Covid, c'est une syndémie. Alors le mot syndémie, c'est pas lui qui l'invente, c'est un chercheur en anthropologie médicale qui avait trouvé ça dans les années 90. De nouveau, la bataille des mots n'est pas importante, ce qui compte, c'est le contenu. Et ce qu'il montre, je trouve, de façon assez claire, assez démonstrative, dans cet article, donc, qui est quand même éditorial, hein, c'est un article bref, c'est pas une étude scientifique, ce qu'il montre, c'est de dire que je vais vous traduire de l'anglais, hein, de façon peut-être un petit peu bancale, c'est qu'il dit, bon, les conditions dans lesquelles le Covid a porté atteinte de façon massive aux populations, ces conditions s'inscrivent dans des groupes sociaux en fonction de conditions d'inégalité qui sont, alors c'est le terme embedded, hein, profondément imbriquées dans nos sociétés. Et ce qu'il montre, c'est que la mortalité du virus, enfin, causée directement par le virus tout seul, n'est pas le problème principal. Le problème principal, c'est l'imbrication de trois choses, la synergie entre trois choses. Alors, première chose, c'est les conséquences directes immédiates du virus. Donc, ça, c'est le processus biomédical qui va faire que certaines personnes tombent malades, que certaines vont tomber gravement malades et que certaines vont décéder. Ça, c'est évidemment un aspect. Deuxième aspect, c'est tout ce qu'on a appelé, mais à son avis à tort, comme des comorbidités. C'est-à-dire toutes les conditions préalables qui font que certaines populations sont plus fragilisées que d'autres. Et ce qui fait qu'il est critique par rapport au terme comorbidité, c'est qu'il dit le mot comorbidité invoque une situation médicale alors qu'il faut parler d'une situation qui est socio-sanitaire. Et donc les comorbidités, ce n'est pas simplement avoir les poumons abîmés, avoir un cancer, avoir du diabète, mais c'est savoir que dans la société, les personnes qui ont un cancer du poumon ou une maladie respiratoire, les personnes qui ont un diabète sont déjà marquées par des inégalités sociales. Et donc, le mot comorbidité est trop biomédical et il est plus important justement de... C'est pour ça que lui propose ce mot syndémie. Je ne me battrai pas pour le mot ou contre le mot. Voilà, c'est ça, je dirais, ce qu'apporte le mot syndémie par rapport au mot comorbidité. Et donc, si vous prenez au quotidien les statistiques, hein, nous sommes depuis le début de la crise abreuvés de statistiques, et les statistiques sont utiles et importantes, vous verrez que les statistiques, qu'elles soient belges, françaises ou enfin, c'est des modèles qui sont définis par l'OMS, les statistiques évacuent constamment cette dimension sociale. On a produit des milliards, enfin peut-être pas des milliards, mais en tout cas des millions de tableaux statistiques depuis le début de la crise. Vous pouvez les suivre au quotidien, il y a d'excellents sites. Vous avez accès à l'ensemble de ces statistiques, notamment par John Hopkins aux États-Unis, mais les facteurs sociaux sont totalement inexistants. Vous avez des distinctions par âge, vous avez des distinctions par sexe, là, il y a évidemment une dimension sociale aussi, vous avez des distinctions forcément par pays, par facteur de comorbidité, enfin, plein d'éléments intéressants qui sont développés, mais jamais la classe sociale des personnes concernées, jamais des informations sur ce que sont leurs conditions de travail. Alors, l'article donc de Horton, je le trouve intéressant. Je vous dis pas pour imposer un mot plutôt qu'un autre. Je me rends bien compte que parler de syndémie pour 99% de la population, c'est parler chinois ou turc. Donc, on peut continuer à parler tranquillement de pandémie. La question, c'est de savoir quelle est l'analyse qu'on en fait, quelle est la définition qu'on veut bien en donner. Et donc, de ce point de vue-là, je trouve que la contribution de Horton est importante. Et alors, je voudrais reprendre une phrase qui est a priori paradoxale, qui peut sembler contraire à la réalité, et qui en fait, vue d'un point de vue de santé publique, et j'expliquerai pourquoi vue d'un point de vue de santé publique, elle devient très exacte. Et c'est une phrase d'un médecin canadien qui s'appelle le docteur Norman Bethune, qui est un médecin qui était un des meilleurs spécialistes de son époque de la lutte contre la tuberculose, qui venait d'une tradition, enfin son père c'était un pasteur presbytérien, et qui a eu lui-même la tuberculose, mais venait d'une famille aisée, a pu se soigner, est devenu un des meilleurs spécialistes de la lutte contre la tuberculose, et dans les années 30, il écrit « Il y a deux tuberculoses,
il y a une tuberculose des riches et une des pauvres. La première est guérissable, la deuxième est mortelle. Alors évidemment, si vous prenez la phrase d'un point de vue individuel, elle est absurde. Vous pouvez trouver des dizaines de milliers de contre-exemples. Il y a des pauvres qui ont guéri de leur tuberculose, il y a des riches qui en sont morts. Il suffit de lire la montagne magique, ce n'est pas des ouvriers qui sont dans le sanatorium. Bon. Mais si vous raisonnez en santé publique, c'est-à-dire dans une approche populationnelle, cette phrase est profondément juste. Autrement dit, la mortalité par la tuberculose, et donc c'est peut-être une leçon qui a été perdue, et je reviendrai sur comment est-ce qu'on peut perdre des leçons, c'est une leçon qui a été perdue dans les autorités chargées de la santé, a toujours été forte, donc la mortalité de la tuberculose a toujours été très fortement connotée socialement, au point que il y a un sociologue de la santé, Cotreau, qui a pu écrire un article dans lequel la tuberculose, maladie de l'usure par le travail, et donc dans lequel alors ça ne veut pas dire qu'il niait le rôle du bacille de Koch. Le bacille de Koch était là, bien entendu, l'agent biologique était là, mais pour lui, en analysant, et c'est une analyse vraiment de très grande qualité sur le développement de la tuberculose à Paris à la fin pendant toute la deuxième moitié du 19e siècle et le tout début du 20e siècle, il dit non, la tuberculose est une maladie de l'usure par le travail, c'est ça la cause la plus importante, ce qui n'évacue évidemment pas la question du bacille, et le bacille lui-même pouvait emménager chez n'importe qui, y compris chez les grands bourgeois. Et donc, depuis le début, cette question de quelles sont les inégalités sociales, cette question a été gommée dans ce que j'appellerais les décisions politiques primaires. Alors, c'est quoi les décisions politiques primaires? Ce sont les décisions politiques fondamentales face au danger. C'est-à-dire, on fait ceci ou on fait cela. Elles se sont succédées à un rythme assez rapide, et chaque fois, la question des inégalités sociales était mise de côté. Et puis, elle revenait par la toute petite porte à travers des politiques d'accompagnement. On disait, ah oui, mais attendez, si on ferme les entreprises et que les gens se retrouvent au chômage, oui, il faudrait quand même penser à... Et donc, effectivement, on a pensé à un certain nombre de politiques d'accompagnement qui ont mitigé les effets les plus dramatiques de l'inégalité. Donc, il y a eu la possibilité, grâce à des formules comme le chômage temporaire, mais il n'y a pas que cela, évidemment, qui a permis de mitiger les inégalités et qui a joué un rôle, évidemment, positif dans la crise. Mais la décision primaire n'est jamais prise sous cet angle-là. La décision primaire n'intègre jamais la dimension des inégalités. Et après, dans le meilleur des cas, on a une politique d'accompagnement qui vient effectivement mitiger les effets inégaux de la politique qui a été suivie. Pensez, par exemple, à la question du confinement, et ce n'est pas du tout, je suis en faveur du confinement, mais pensez, par exemple, à l'effet différencié du confinement sur les hommes et sur les femmes. Et c'est amplement documenté, ça n'a pas signifié la même chose. Pensez aux effets différenciés du confinement entre les gens qui possèdent une maison secondaire, une résidence secondaire, et ceux qui ne la possèdent pas. C'est extrêmement important. À Paris, on a assisté à un exode des classes riches vers la campagne. Je crois que c'était un article dans Le Monde dans lequel il disait, oui, c'est l'inverse de l'exode rural qui est en train de se produire. Vous avez tous ces gens qui ont une résidence secondaire au Touquet ou dans des endroits un peu plus modestes, qui s'en vont. Et donc dans les 24 heures ou les 48 heures qui ont précédé le confinement, on a eu des... Alors c'était pas au point de l'exode en Belgique devant les armes allemandes, mais c'est ressemblant en tout cas socialement. Les beaux quartiers se sont en grande partie vidés de leur population parce qu'il y avait des résidences secondaires. En Seine-Saint-Denis, je ne crois pas qu'on ait observé énormément de mouvements vers autre part, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'autre part où aller. Et donc, quand on voit la manière dont les différentes mesures ont été adoptées, la dimension des inégalités sociales n'a jamais été abordée comme sujet premier, donc comme critère pour la définition des mesures, mais elle est venue de nouveau, dans le meilleur des cas, comme mesure ultérieure d'accompagnement. Et donc ça, c'est un premier point qui est assez important. Alors, une autre caractéristique des politiques qui a été suivie, c'est la question de la survie des hôpitaux. De maintenir le système en état de fonctionner. Question totalement légitime. Il ne s'agissait évidemment pas de faire s'écrouler les hôpitaux. Et donc, et ça encore aujourd'hui, au quotidien, il ne
c'est, je dirais, comment dire, un peu la règle d'or des autorités publiques, hein, dans les va-et-vient qu'on a dans les politiques, c'est de voir combien de lits en soins intensifs sont occupés. Et si on arrive à un niveau critique, là, on va durcir les politiques. Si on arrive à un niveau qui est, enfin, hein, à abaisser le niveau et donc être dans une situation beaucoup moins critique, on va au contraire adopter des mesures, je dirais, moins exigeantes en termes de prévention. Mais cet hospitalocentrisme est lui-même entre en contradiction justement avec ce que toute l'histoire de la santé publique nous a apporté. Alors, je dirais pour expliquer ça, je vais peut-être passer justement par un bref aperçu historique sur comment est-ce que la santé publique a élaboré sa vision, je dirais, de la lutte qui pouvait être menée pour réduire les inégalités sociales de santé. Alors, dans l'hospitalocentrisme, par exemple, ce qui est aussi très typique, c'est que dans un premier temps en France, mais il y a des exemples comparables dans d'autres pays, on ne fait pas entrer dans les statistiques de mortalité les morts dans les EHPAD. Alors pourquoi on ne les fait pas entrer dans les statistiques de mortalité? Pas parce qu'on considère que ce sont pas des êtres humains, hein, c'est pas là qu'est le problème, tout simplement parce que la morbidité dans les EHPAD ne pèse pas sur le système hospitalier, puisqu'on a décidé une politique de triage qui fait qu'on ne peut pas envoyer quelqu'un qui réside dans une maison de repos vers un hôpital. Donc, c'est zéro par rapport à la logique de la sauvegarde hospitalière. Ce n'est évidemment pas zéro par rapport au nombre réel de morts et de malades qu'il y a dans la société. Et donc on a transformé, c'était également vrai en Espagne et en Belgique, on a transformé les maisons de repos en des mouroirs parce qu'on avait peur que si ces patients, il ne faut pas oublier que quand même, surtout au début de l'épidémie, les cas les plus graves, c'est chez les personnes les plus âgées. Donc si ces patients venaient s'ajouter aux autres patients du Covid, ben, notre système hospitalier, il entrait dans une crise alors très grave. Alors de nouveau, la préoccupation pour le système hospitalier était tout à fait rationnelle. C'est clair que si le système hospitalier avait dû s'écrouler ben, par rapport à l'ensemble des autres facteurs de morbidité, par rapport aux opérations, par rapport au cancer, par rapport aux accouchements, enfin, par rapport à n'importe quel autre problème, la situation aurait été encore beaucoup plus grave que ce qu'elle n'a été. Donc le souci en lui-même était justifié, mais la manière d'apporter des réponses, à mon avis, a démontré une absence de stratégie d'ensemble. Alors, ce que maintenant je vais faire, c'est justement resituer de manière assez brève, de façon historique, mais sans avoir la prétention de faire une analyse historique, c'est vraiment pour vous donner un certain nombre de points centraux d'analyse, comment s'est développée la santé publique, et voir justement comment, d'une part, la santé publique, ça je l'ai déjà en partie traité, a été négligée dans la manière de développer des stratégies vis-à-vis du Covid, et comment on a quand même un certain nombre d'exceptions qui montrent que d'autres choses pouvaient être faites, y compris avec toutes les contraintes liées à l'évolution des systèmes de santé depuis 20 ou 30 ans. Autrement dit, je n'ai pas du tout une position purement propagandiste qui serait de dire, ben, vous voyez, le capitalisme n'a fait que faire de la merde depuis 30 ans en matière de santé, donc maintenant vous voyez bien les résultats. Je suis convaincu que même avec les conditions dans lesquelles on est, même avec les conditions actuelles, une politique bien meilleure, bien plus efficace restait possible. Hein? Alors, tout n'était pas possible, mais certaines choses, et des choses importantes étaient possibles, et d'ailleurs ont été menées dans un certain nombre de pays. Alors, d'où vient la santé publique? En gros, elle se développe, en tout cas en Europe, avec la première révolution industrielle. Et avec la première révolution industrielle, et je vais vraiment alors me focaliser sur deux épisodes, il y en a des centaines d'autres, vous avez de la part de, je dirais, la couche la plus progressiste des personnes qui s'intéressent à la santé. À l'époque, la profession médicale n'était exercée uniquement par des médecins au sens où nous les entendons. Hein. Vous avez quantité d'acteurs de santé qui ne sont pas des médecins formés dans les universités comme nous sommes habitués à les trouver. Et donc la couche la plus progressiste de ces personnes qui sont investies dans la santé découvrent et veulent intervenir sur les inégalités sociales de santé. Et alors vous avez, de façon assez simultanée, enfin ça séquence quand même
trois quarts de siècle, toute une série de courants qui se développent et qui vont converger vers ce qu'on a appelé la médecine sociale. Alors, un des personnages qui, aujourd'hui, est un peu oublié, et pourtant qui a joué un rôle assez important, c'est Virchow, en Allemagne. Donc, Virchow est quelqu'un de reconnu dans le monde médical pour quantité d'autres recherches, donc il ne s'est pas uniquement occupé de médecine sociale. Et Virchow passe les mois de février-mars 1848, donc les mois fondamentaux, parce que c'est l'amorce de ce qui va être la première révolution à l'échelle continentale en Europe. Il les passe en Haute-Silésie, où il y a l'épidémie de typhus. Et c'est une épidémie assez épouvantable dans certaines zones de Haute-Silésie, c'est 10% de la population qui meurt. Donc c'est beaucoup plus en termes de mortalité que le Covid. Et Virchow va fonder un journal avec d'autres professionnels de la santé de gauche, qui s'appelle La Réforme médicale. Alors, petite anecdote ou petite histoire, l'histoire de ce journal est pratiquement, enfin au niveau des dates, est pratiquement en parallèle à celle de la Nouvelle Gazette rhénane de Marx, c'est-à-dire que c'est parce qu'il profite de l'affaiblissement de la censure en Prusse. Et donc c'est un journal qui commence à paraître, si je me souviens, c'était en juin 1848, et il doit fermer leurs portes en juin 1849. Donc ça a une très courte existence, mais il va fournir un travail très important, et il publie son enquête qu'il a fait donc sur le terrain sur l'épidémie de choléra en Haute-Silésie. Alors, je ne vais pas vous donner tous les arguments médicaux qui sont assez nourris dans cette enquête, mais il dit la solution au problème du typhus, moi je la dirais juste en 3 mots, c'est de l'allemand, donc en anglais ça prend plus de mots. Il faut une démocratie complète et illimitée. Alors, ce qu'il montre, c'est plusieurs choses. Il montre d'une part les inégalités sociales, ce qui est déjà très intéressant en soi. Donc, il montre que l'épidémie n'a évidemment pas frappé les propriétaires terriens, qu'elle n'a pas frappé les bourgeois, etc. Mais il montre aussi l'incapacité de la bureaucratie prussienne, qui n'était pas non plus inexpérimentée, qui avait de réelles qualités dans la gestion de l'État. Il montre l'incapacité de la bureaucratie prussienne à comprendre ce qui se passe. Parce que dans d'autres conditions, l'État prussien n'aurait pas hésité à imposer aux propriétaires fonciers éventuellement un certain nombre de mesures. Je veux dire, ce n'était pas non plus, c'était pas des gens qui étaient vendus aux propriétaires terriens. Mais il dit là, la bureaucratie prussienne a été totalement incapable de faire face à l'explosion de typhus parce qu'elle n'a pas vu ce qui se passait réellement. Et il ajoute, c'est une population essentiellement paysanne mais aussi des tisserands, il ajoute qu'il y a aussi l'apathie politique de la population. Et donc, dans cette enquête qu'il mène sur l'épidémie de typhus en Haute-Silésie, il dit, bon, il y a évidemment quantité de problèmes médicaux à résoudre, mais il y a surtout un problème qui est mettre fin au règne de la bureaucratie prussienne et sortir les masses de l'apathie politique. Et c'est ça qui permettra d'éviter la répétition d'une épidémie comme celle du typhus. Alors, quelques années plus tard, vous avez aussi des publications qui sont absolument remarquables, cette fois-ci en Grande-Bretagne, et qui sont liées aux épidémies de choléra à répétition à Londres. Et donc là, vous avez essentiellement 2 personnages qui, en plus, c'est des fortes personnalités, donc ils ont énormément de polémiques entre eux, mais tous les 2 contribuent de façon utile à la naissance de la médecine sociale. Un, c'est John Snow, et John Snow, c'est un systématique, un obsédé. Il va voir toutes les sources d'eau, et il va regarder comment ça se passe, et il essaye de corréler ça avec le nombre de morts, le nombre de malades, etc. Et puis vous avez William Farr. Mais ce qu'on peut retenir aux confluences entre les 2, c'est que Snow va en fait répondre à 2 questions en parallèle, 2 questions complètement différentes, et grâce à une méthodologie qui est essentiellement une méthodologie empirique d'enquête, il va trouver une réponse correcte aux 2 questions. La première question, c'est l'origine du typhus. À l'époque, ce n'est pas encore établi que le typhus vient d'un microbe qui se balade dans les eaux. Alors, il y a un médecin italien qui l'avait déjà pensé, mais qui avait écrit son article dans un contexte hors crise, et donc c'était manifestement passé inaperçu, donc il s'appelle Pacini, et quand Snow écrit, manifestement, il ne donnait pas l'article de Pacini. Donc Pacini avait résolu, je dirais, l'énigme médico-scientifique. Il avait montré quelle était l'origine du choléra. Mais il n'avait pas abordé l'aspect social parce qu'il écrivait, je dirais, hors contexte d'une épidémie particulière.
Et puis l'autre élément, c'est là que la médecine sociale s'est dit qu'il faut une approche populationnelle. Ça ne sert à rien d'essayer de soigner le typhus individuellement. Il faut, et c'est ça la naissance de l'épidémiologie moderne, il faut une approche populationnelle. Il faut cerner qui est concerné en premier lieu. Quelles sont les populations qui sont le plus touchées? Quelles sont les populations qui sont le moins touchées? Et par rapport aux populations qui sont le plus touchées, comment est-ce qu'on peut intervenir efficacement vis-à-vis de ces populations? Ce qui du coup soulève évidemment la question de l'accès à l'eau potable, des conditions de logement, etc., et pas uniquement les questions thérapeutiques. Alors, ce qui est aussi intéressant dans tous ces débats, c'est qu'on peut, et ça je crois que c'est important par rapport à des idéologies qui sont très fortes dans le monde médical, on peut, dans des cas extrêmes, on peut complètement séparer le modèle d'explication scientifique de la maladie et avoir complètement tort sur ce modèle, et en même temps avoir une efficacité sur le plan de la santé publique. Alors je vais prendre comme exemple un Italien qui lui est avant l'époque de la révolution industrielle, c'est Ramazzini. Ramazzini est en Italie du Nord, donc ça se situe fin du XVIIe siècle, tout début du XVIIIe siècle, il meurt en 1715. Ramazzini écrit un traité qui est remarquable sur les maladies des travailleurs. Son modèle d'explication en termes d'étiologie est complètement faux. Il reste complètement dans les catégories de pensée de la médecine antique gréco-romaine. Et donc il ne comprend, enfin en termes modernes on dirait, il ne comprend rien à l'origine des maladies. Et il les comprend, je dirais, de façon très subtile et très fine au niveau social. Et donc ça je crois que c'est un élément important, c'est de montrer, évidemment l'idéal c'est de bien comprendre les choses sur les deux terrains. Je ne dis pas qu'il faut retourner à des catégories pré-scientifiques ou enfin d'une forme antérieure de la science pour être efficace, c'est certainement pas ce que je veux dire, mais on peut parfaitement se tromper sur le terrain biomédical et être efficace en santé publique. Et ça, c'est un élément important et c'est un élément qui a été beaucoup discuté au moment où il y a eu ce qu'on appelait la déclaration d'Alma-Ata de l'Organisation mondiale de la santé. C'est que dans un certain nombre de cas, des acteurs de santé publique peuvent être plus efficaces sans avoir accédé à une connaissance parfaite scientifique de l'origine de la maladie à travers une expérience empirique. Et tout récemment, je lisais ce week-end le rapport d'enquête qui est passionnant le rapport de la commission d'enquête du Sénat brésilien sur la gestion du Covid par Bolsonaro. Et alors, à mon avis, je suis tombé sur une observation très intéressante, qui était bon, on voit qu'il y a eu une surmortalité parmi les Indiens d'Amazonie, mais on voit aussi que, cette surmortalité est réelle, mais elle aurait pu être encore pire. Et là, dans le travail de la commission d'enquête, ils disent oui, parce qu'il y a une vieille pratique qui existe en fait depuis la conquête, donc ça fait 5 siècles d'expérience de maladies infectieuses qui existent parmi les peuples indigènes en Amérique, qui est qu'il y a une distanciation qui se crée. Donc dès qu'il y a un péril sanitaire, les gens prennent plus de distance. Et par exemple, il y a des vieux qui s'éloignent du regroupement des jeunes, etc., etc. Alors, ce n'est pas du tout rationalisé dans les termes où nous le ferions. Probablement que la conscience même de ce qu'est un virus, etc., des modes de transmission n'existent pas, mais c'est une pratique qui a été acquise. Pourquoi? Parce que le continent américain a été le théâtre du choc infectieux le plus grave, en tout cas de tout ce que nous connaissons dans l'histoire de l'humanité, puis c'est à peu près 90% de la population du continent américain qui a été décimée dans le siècle qui suit la conquête espagnole. Et donc là, il y a effectivement tout un patrimoine, toute une expérience acquise de prévention qui peut parfaitement passer en dehors de tout cadre scientifique moderne et qui néanmoins révèle une certaine efficacité. Et donc ça, c'est un deuxième élément, je dirais, dans l'épidémiologie, c'est que le fait de regarder, d'enquêter, d'étudier systématiquement la question des inégalités peut se transformer en des pratiques efficaces de santé, même si le cadre scientifique n'a pas encore apporté des réponses parfaites, et n'apportera jamais des réponses complètement parfaites, mais en fait, même si le cadre scientifique n'a forcément pas avancé. Et ça, c'est certainement en grande partie à contre-courant
de ce qu'on a pu observer dans les réponses face au Covid. Alors de nouveau, je ne le dis pas pour relativiser l'importance du travail scientifique. Le travail scientifique est indispensable et il a été fait dans de bonnes conditions, en tout cas face au Covid, mais c'est surtout pour, je dis ça, pour éviter une approche technocratique de comment est-ce qu'on peut répondre à des problèmes de santé. Alors, un autre élément important toujours dans la mise en place de politiques de santé publique, c'est une approche communautaire. Alors là, il y a un exemple que j'ai trouvé très intéressant, c'est sur la question de la lutte contre la tuberculose. Donc ça fait partie de notre passé, des expériences qu'on aurait pu réactualiser ou revitaliser face au Covid. Hein. C'est que quand on voit la lutte contre la tuberculose, dans les années 60, un des pays qui remporte les résultats les plus remarquables, c'est l'Algérie qui vient d'être indépendante. Alors, la raison de tout cela, au départ, c'est une situation catastrophique. La situation catastrophique, c'est quoi? C'est que les médecins s'en sont allés. Donc, si vous prenez le nombre de médecins qui exerçaient en Algérie jusqu'en 1962, ben, il y avait une certaine quantité relativement raisonnable, et brusquement, juin 62, on est pratiquement à zéro. Alors, c'est pas tout à fait zéro, parce qu'il y avait quand même quelques médecins qui sont restés sur place, et il y a eu aussi un certain nombre de médecins internationalistes qui sont venus en Algérie. Et donc, ces médecins internationalistes avaient non seulement une pratique médicale, mais ils avaient aussi quand même un certain nombre d'idées sur le système de santé à mettre en place. Et du coup, le système de santé qui a été mis en place à partir de 1962 a été, je dirais, nettement plus à gauche que ce que le FLN lui-même envisageait au départ. Tout simplement parce qu'il n'y avait rien d'autre. Et donc, ce sont des médecins internationalistes en petit nombre, et plus un certain nombre de médecins algériens, comme par exemple Daniel Kimsi, qui se sont mis à élaborer un système qui allait beaucoup plus à gauche que ce que le gouvernement algérien aurait lui-même envisagé de faire. Et puisqu'il n'y avait pas de médecins, on a créé des réseaux de ce qu'on pourrait appeler en Chine des médecins aux pieds nus, c'est-à-dire du personnel sanitaire avec des formations relativement brèves, mais complètement insérées dans la population. Et donc, notamment, c'était très important par rapport aux nomades. Alors, première observation, c'est que les Français qui avaient des réponses importées de la métropole par rapport à la tuberculose disaient, mais quand on a un cas de tuberculose, on met la personne dans un sanatorium. Et par rapport au nomadisme, ça provoquait une catastrophe totale. Parce que ça obligeait les nomades enfin, ça perturbait complètement l'ensemble de la circulation dans le nomadisme. Et donc, l'institution du sanatorium, déjà très discutable pour des populations sédentaires, et elle a été abandonnée d'ailleurs par la suite, par rapport à des populations nomades, c'est pire. Il vaut mieux laisser circuler la tuberculose que d'imposer les sanatoriums. Donc, première chose qui a été faite, c'est remettre en cause l'internement dans des sanatoriums et développer des pratiques de santé essentiellement fondées sur un suivi rigoureux des patients. Donc, c'est vraiment les trois éléments que l'on a retrouvés et très peu appliqués dans la crise du Covid, c'est-à-dire il faut détecter, il faut tracer, c'est-à-dire voir quels ont été les contacts, et il faut isoler et traiter. Dans le cas de la tuberculose, le traitement étant possible, puisque dans les années 60, on avait déjà des traitements efficaces. Et comment, c'est une sociologue, Annie Thébault-Moni, qui a fait ce travail, elle a vécu en Algérie, et donc elle a fait ce travail sur la tuberculose, elle montre que, d'une part, les progrès dans la lutte contre la tuberculose ont été remarquables sur un très petit nombre d'années en Algérie, et que par rapport à ce qui se passait à ce moment-là en parallèle en France, et notamment elle a étudié la situation des travailleurs maghrébins atteints de tuberculose en France, en fait, les résultats sur cette courte période du système algérien étaient nettement meilleurs que les résultats du système français. Alors après, ça s'est dégradé, c'est malheureusement, enfin, le système de santé algérien malheureusement n'est pas resté sur cette ligne-là d'intervention. Et donc, dans l'approche santé publique, il y a une dimension qui est la valorisation de l'ensemble des savoirs. Et la valorisation des ensembles de savoirs, de toutes les formes, ça va depuis des savoirs traditionnels jusqu'à des savoirs, entre guillemets, modernes, mais avec des formations brèves, et puis des formations plus longues, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et dans une telle vision, le système de santé se construit avec une base très large qui est la santé primaire,
c'est-à-dire l'accès immédiat que chacun d'entre nous devrait avoir dans son voisinage avec des acteurs de santé. Quand je dis acteurs de santé, c'est médecins, mais ce n'est pas uniquement des médecins. Vous avez ensuite un deuxième niveau qui concerne par exemple tout ce qui est soins ambulatoires, soins spécialisés de secteur. Hein, donc, par exemple, en santé mentale, c'est la psychiatrie sectorielle. Et puis vous avez un troisième niveau qui est le niveau hospitalier, qui devrait être réservé aux cas, je dirais, les plus problématiques, justifiant l'intervention d'un système hospitalier, au cas où on a besoin de mobiliser forcément des technologies plus lourdes pour assurer soit la thérapie, soit simplement la survie des personnes. Et dans les approches dites de santé publique de la majorité des pays d'Europe, en fait, le compromis qui a été passé à des époques diverses, en Belgique c'est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, c'est de dire le premier niveau, on va le laisser à la médecine libérale, pas besoin de santé publique ou très peu besoin de santé publique au premier niveau, avec quelques exceptions comme l'ONE, etc. Donc c'est pas non plus caricatural. C'est pas qu'on a dit tout passe à la médecine libérale, mais l'essentiel passe à la médecine libérale pour le niveau de la santé primaire. Et d'autre part, les dépenses de l'État vont se concentrer sur le sommet de la pyramide, ou plus exactement, les dépenses de l'État vont se répartir en deux enveloppes. Une enveloppe qui est l'accès aux soins, c'est là-dessus que se battait le mouvement ouvrier, ce qui était une bataille justifiée, mais tout à fait partielle. Et donc là, on est intervenu massivement pour permettre l'accès aux soins à travers le remboursement des soins de santé. Et l'autre enveloppe, c'est l'enveloppe hôpitaux. Et par contre, tout ce qui est la santé primaire n'a pas été socialisé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ça n'a pas été socialisé? Le problème, maintenant, avec le Covid, on a vu qu'il y avait des déserts médicaux. Alors, les déserts peuvent être géographiques, les zones rurales, mais ils peuvent être aussi sociaux, la Seine-Saint-Denis. Hein, si vous prenez la densité de médecins en Seine-Saint-Denis par rapport à la densité de médecins dans les quartiers ouest de Paris, vous avez grosso modo la situation entre un pays du tiers-monde et un pays hautement développé. Bon. Dans un système public de santé, il est clair que ce n'est pas au médecin de choisir où est son cabinet. Le médecin est affecté à une zone déterminée en fonction de critères objectifs. Population, état de santé de cette population, nécessitant, enfin, tout, etc., etc. Et donc, dans des systèmes de santé comme le système belge, le système allemand, le système français, etc., il n'a jamais été question d'imposer aux médecins libéraux que leur cabinet serait en Seine-Saint-Denis plutôt que d'être dans le 16e arrondissement. Ça c'est considéré comme faisant partie de la liberté du médecin d'être là où il a envie d'être, là où il a envie de trouver ses patients. Et c'est évidemment jamais neutre. Et donc, à l'époque, il y avait sans doute un optimisme progressiste qui était de dire oui, ces inégalités-là, ça va se résoudre dans le temps grâce à l'enveloppe qu'on donne de remboursement de soins de santé. Les médecins vont se dire qu'il est tout aussi intéressant d'exercer à Molenbeek qu'à Uccle, mais dans la pratique, on a bien vu que ça ne s'est pas passé comme ça. Hein. Et donc, le débat politique sur la socialisation de la santé, dans un pays comme la Belgique, a toujours été très délicat. Hein, si vous vous souvenez, si vous lisez des livres sur les guerres médicales en Belgique, bon, ça a été un sujet très brûlant à une certaine époque, et ça s'est terminé à la Belge par des compromis complètement pourris, hein, qui étaient qu'on abandonne à la médecine libérale tout le bas de l'échelle, entre guillemets, et qu'est-ce qui a amélioré ça? Ce n'est pas des initiatives étatiques, c'est le fait qu'à un certain moment, il y a eu une politisation de nouvelles couches de médecins qui ont abouti au mouvement des maisons médicales, hein, à partir des années 70. Et donc, ça a un petit peu contrebalancé cette non-socialisation. Mais les maisons médicales, c'est une pratique de socialisation née du bas et qui ne se sont jamais généralisées, bien entendu. Hein. Et donc, les quelques petits incitants financiers donnés par l'ENAMI pour l'existence de maisons médicales sont ridicules par rapport, je dirais, à la somme globale qui est investie dans le domaine de la santé. Alors, oui, je vais quand même un peu... je vous dis, ce sont des sujets passionnants. Le risque, c'est que j'en parle trop longtemps. Donc, je vais simplement dire que dans la crise du Covid, on peut observer des différences dans l'efficacité de systèmes de santé au niveau local par rapport à ce qui s'est passé. Alors, il est dangereux et sans doute prématuré de vouloir interpréter systématiquement ces différences. Donc ça demande un énorme travail d'investigation qui n'a pas encore été fait. Mais il y a des différences qui montrent que, par exemple, la mortalité pendant la première vague n'a pas été la même en France et en Allemagne. Ça
fournit déjà des éléments, en tout cas des indices qui disent, ben voilà, à situation globalement pareille, il y avait des facteurs qui ont introduit une différence. En Espagne, où la santé est régionalisée, on a observé des différences significatives entre le pays valencien, où les choses, en tout cas première vague, je parle, où les choses se sont passées mieux, et d'autres régions d'Espagne. Alors en Italie, on a, c'est un médecin de travail italien qui m'a signalé cet exemple, un cas assez intéressant, par rapport auquel je n'ai pas d'explication d'ensemble, c'est la différence entre la Lombardie et la Vénétie. Donc tout le nord industriel de l'Italie a été durement frappé, et pourtant, quand on entre dans les détails, on voit que c'était pire en Lombardie par rapport à la Vénétie. Alors, si vous voulez une explication politique primaire, ça ne tient pas. Les gouverneurs, dans les deux cas, sont d'extrême droite, c'est la Lega. Par contre, si vous cherchez une explication politique plus approfondie, c'est que en Lombardie, ça fait au minimum 3 décennies qu'il y a une politique de privatisation poussée à outrance en Lombardie, et donc bien antérieure à l'arrivée au pouvoir de la Lega. C'était déjà impulsé par Comunione e Liberazione dans les années 90. En Vénétie, ça n'a pas été le cas. Et donc, ce médecin du travail italien me dit en Vénétie, effectivement, le responsable de la santé publique, c'est un type d'extrême droite de la Lega, mais il laisse faire l'équipe qui est en place depuis des années, il leur fait confiance, et effectivement, il y a eu des pratiques, par exemple, de dépistage et suivi, qui ont été beaucoup plus systématiques en Vénétie qu'en Lombardie. Alors, il faut toujours se garder d'une explication monodimensionnelle, hein. Il est très possible que d'autres facteurs soient intervenus, et donc il faut observer ça avec prudence, mais en tout cas, c'est un élément intéressant. Un autre élément, c'est que, par exemple, en Inde, on voit des performances meilleures au Kerala par rapport aux autres États de l'Inde. Et là, on a quand même une base plus solide parce que ces performances meilleures, on les observe depuis des dizaines d'années dans quantité de domaines différents. Donc ce n'est pas lié strictement au Covid. Et au Kerala, effectivement, on a mis en place dans les années 70 un système de santé communautaire qui continue, même s'il a été affaibli, qui continue à avoir quand même, je dirais, non, c'est plus que de beaux restes, continue à avoir une certaine dynamique, même si cette dynamique s'est affaiblie. Et alors, il y a un cas qui est un cas paradoxal. Si vous avez le pays où la politique publique a été la pire, c'est bien le Brésil de Bolsonaro, mais vous avez un système unique de santé, et ça je reviendrai là-dessus mercredi, où j'aurai plus de temps pour parler du Brésil, qui a représenté par rapport à Bolsonaro un facteur de résistance assez remarquable, en dehors des facteurs politiques de résistance, et qui fait qu'en termes de pratique de santé, le Brésil est un des pays où paradoxalement l'adhésion à la vaccination est la plus élevée. Alors que toute la politique du haut de Bolsonaro, ça a été aussi de saper la campagne de vaccination. Donc, soit ça vous rendait jacaré, c'est un animal de la jungle, soit ça vous rendait homosexuel, et je ne sais plus, et il y avait encore une troisième alternative, ah oui, ça vous donne le sida. Bon, donc ça c'est la politique du président de la République. Mais le SUS qui a été mis en place dans les années 90, par contre, a gardé des pratiques de santé communautaire, a gardé des liens réels avec la population dans de nombreux États fédérés du Brésil, et donc, par rapport, j'aurais envie de dire, bon, ça s'est passé très très mal au Brésil, mais ça aurait pu être bien pire, quand on voit quel était le président en place. Et donc, je dirais, au minimum, ça a pu mitiger l'ampleur de la catastrophe. Alors, maintenant, pour ne pas raccourcir, écoutez, vous avez le choix. Comme il est déjà 7h20, on peut passer à la discussion, et ce que je n'ai pas eu le temps de faire aujourd'hui, donc sur le travail et la dimension de genre, je le réintroduirai demain dans l'exposé sur l'Europe, parce que je trouverais dommage de ne pas avoir la possibilité d'un échange entre nous, et de toute façon, je pourrais écrire des articles, et voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette solution ? Je trouve que c'est plus intéressant de parler jusqu'à 8 heures. Collectivement. Voilà, donc s'il y a des questions, des réactions. Voilà. À un moment donné, tu as dit que le facteur mortalité n'intervient pas dans le rôle du système hospitalier, donc dans les différentes représentation de la politique de santé. Alors, on rejetait la mortalité vers les maisons de repos. Or, que s'est-il passé au début, l'année passée,
dans les statistiques des surmortalités. En fait, en France, on ne tenait pas compte de la mortalité dans les maisons de repos. On ne représentait que la mortalité hors des maisons de repos, de manière à donner des chiffres qui étaient des chiffres décents. Et comparativement à cela, la Belgique s'est trouvée fustigée parce que, de son côté, elle avait collectivement envisagé toutes les formes les lieux de décès. Donc autant la mortalité dans la maison de repos que la mortalité ailleurs. Alors ça avait effectivement conduit à une sorte de rejet du système politique, du système de santé belge, puisqu'il y avait une telle mortalité. Oui, je suis d'accord. Donc, ce qui s'est passé, donc, effectivement, hein, comme tu le dis, en Belgique, dès le début, on tient compte de la mortalité dans les maisons de repos, donc on arrive à des taux de mortalité par million qui nous placent pendant tout un temps en tête du peloton, hein, sauf qu'il y avait le Liechtenstein, en fait, si on élimine les micro-pays, la Belgique était numéro 1 en mortalité par million d'habitants. Aujourd'hui, elle reste parmi les 25 pays les plus importants, mais enfin, maintenant, c'est essentiellement les pays d'Amérique latine qui sont en tête de ce classement. Le seul point, c'est que je ne crois pas que l'explication soit la manipulation. Donc, je ne crois pas que, donc, en fait, un autre livre que j'ai utilisé, que je trouve aussi très bon, qui a été fait par la faculté de sciences politiques à Paris, c'est un livre collectif sur la crise du Covid, dans lequel il parle de la panique des élites. Et je crois qu'il montre justement à quel point tout ça, ça a été improvisé, et il n'y a pas eu de volonté de dissimuler, il y a eu vraiment que ça n'avait pas d'importance, puisque l'obsession du ministère de la Santé, c'était que les hôpitaux tiennent. Donc je ne crois pas que dans le cas de la France, le fait de ne pas tenir compte de la mortalité EHPAD était lié à une volonté on va dire de patriotisme, de dire ah, nous on a les meilleures statistiques que les Belges, on a vu les Français s'en foutaient des statistiques belges. C'était vraiment que le problème ne se posait pas pour eux comme indicateur pour déterminer la politique. Hein, donc l'équipe du ministère de la Santé qui, jusque la mi-avril, est la seule à diriger le navire, parce que chez les autres, et dans le livre, il parle de panique des élites et c'est vraiment justifié. Donc on a une petite équipe au sein du ministère de la Santé. Buzyn, elle s'est tirée parce qu'elle devait se présenter comme candidate à la mairie de Paris. Hein. Donc c'est vraiment l'équipe de techniciens qui dirige cela. Et l'exclusion des statistiques EHPAD, je ne crois pas que c'était fait à des fins de propagande, pour enjoliver la situation française. Je crois qu'elle était faite en toute bonne foi par des gens qui se disent mais ceux-là, de toute façon, ils vont de l'EHPAD vers le cimetière. Ce n'est pas un problème de santé pour nous, puisqu'ils ne vont pas engorger les hôpitaux. Hein. Et on retrouve ça d'ailleurs, alors là, dans la version Mouvement réactionnaire du bas, dans le film de Bernard Crutzen. Hein. Quand Bernard Crutzen dit en gros, oui, mais vous avez toutes ces mortalités des maisons de repos, de toute façon, c'est des gens qui auraient bien fini par mourir un jour, ce qui est vrai d'ailleurs pour l'ensemble des êtres humains. Et donc, quand Crutzen attaque l'information anxiogène des médias, attaque les milieux scientifiques, il dit oui, mais les gens qui sont morts dans les maisons de repos, on s'en balance, puisque de toute façon, ils étaient vraisemblablement en train de mourir. Bon. C'est strictement exact, mais par contre, quand on voit les données sur les excès de mortalité, qui sont les données, je dirais, les plus objectives dont on dispose, on voit bien que la mortalité, y compris dans les catégories les plus âgées, c'est fortement emballé avec le Covid. Et donc ces données sur l'excès de mortalité, c'est la différence entre la mortalité ordinaire, déjà très élevée dans les maisons de repos bien entendu, et la mortalité extraordinaire liée à la crise du Covid. Et on voit que le différentiel est très important, y compris dans les catégories les plus âgées. Donc ce n'est pas des gens qui seraient morts de toute façon au même moment, c'est des gens qui seraient morts un jour de toute façon, là-dessus on est bien d'accord. Mais donc je ne crois pas que ce soit une volonté de maquiller ou de manipuler, je crois que c'était vraiment, une décision qui inconsciente, à la limite, de dire on écarte ces morts-là, puisque ces morts-là ne nous menacent pas. Ils ne posent pas un problème par rapport au maintien du système hospitalier, qui est notre priorité numéro 1. Oui, pour aller un peu dans le même sens, en fait, les chiffres étaient élevés en Belgique parce qu'on incorporait les morts dans les maisons de repos, mais on n'en a tenu aucun compte. C'est absolument hallucinant de voir à quel point la situation de la maison de repos n'a pas été prise en compte. Il y a un rapport extraordinaire que je recommande
d'Amnesty International sur la question qui est vraiment très fondée, qui reprend systématiquement la position des différents niveaux de l'État. L'État ne s'est pas occupé. Donc le fait qu'il y ait un nombre élevé de morts n'a absolument pas été tenu en considération. Les habitants des entrepôts n'existaient pas. C'est comme les prolétaires du 19e siècle qui mouraient du choléra à Londres. Ces gens-là étaient invisibles. Je trouve que c'est hallucinant de voir comment une catégorie entière de la population, et là c'est pas lié au travail, hein, mais c'est une dimension sociale évidemment, cette catégorie de la population a disparu. Elle est doublement liée au travail en réalité. Elle est liée au travail parce que c'est des gens qui ne peuvent plus travailler, donc ils ne sont plus intéressants comme force de travail. Donc c'est des gens qui ne peuvent plus travailler, donc moins intéressants comme force de travail, mais c'est surtout des gens abîmés par le travail. Autrement dit, si on voit parmi les personnes âgées le gradient social, on va retrouver que parmi les gens qui sont morts dans des maisons de repos, il y a plus de gens qui ont eu des maladies professionnelles pulmonaires parce qu'ils ont travaillé dans le bâtiment que d'autres. Alors ça ne veut pas dire que les autres n'étaient pas du tout vulnérables. Il y a aussi évidemment des gens des bourgeois qui sont morts du Covid dans les maisons de repos. Mais déjà, mais c'est clair que la dimension travail dans les maisons de repos a aussi joué un rôle, mais là, on a essayé, enfin j'en avais parlé avec Van Koelen de la VUB, parce que dans les, comment dire, si on utilise la banque carte de la sécurité sociale, on peut retrouver les professions antérieures des personnes qui sont mortes dans les maisons de repos, mais bon, je ne sais pas s'il y a eu une réponse négative ou si simplement il n'a pas obtenu les financements, mais en tout cas ça n'a intéressé personne en Belgique de savoir quelle était la composition sociale des morts dans les maisons de repos. Oui. Intimement, je pense que... Voilà. J'ai eu tort de dire ça. La question, c'est que dans les maisons de repos ne se trouve qu'un pourcentage relativement bas de l'ensemble de la tranche d'âge. Et ce qui m'intéresserait, c'est de savoir qui sont ces gens qui vont en maison de repos. Donc la surmortalité a été énorme dans les maisons de repos, c'est aussi parce que c'est un milieu fermé, mais beaucoup plus importante que pour les gens du même âge qui vivaient, qui avaient encore des contacts familiaux, etc. C'est sûr. Bon, je pense que plusieurs personnes parlent. Merci. Je voudrais revenir sur ce point-là par une expérience, une anecdote qui m'a été racontée par quelqu'un en France, où justement sa mère était en EHPAD, était malade, et où il s'est posé à un moment la question du transfert en hôpital de cette personne qui était malade. Et où elle a assisté, donc elle en tant que fille, avec sa sœur, où elles se sont vraiment retrouvées dans des situations kafkaïennes pendant des jours, des semaines, pour savoir finalement, excusez-moi d'être un peu cru, mais qu'est-ce qu'on allait faire de ce vieux, enfin de cette vieille en l'occurrence, puisque c'était sa mère. Donc là aussi, ça va même un peu plus loin, on parle de personnes qui sont déjà dans une situation particulière dans des EHPAD, mais où, bien évidemment, les portes des hôpitaux étaient strictement fermées, on n'en veut pas. Et donc là, ça va encore un tout petit peu plus loin par rapport à ce qu'on vient de débattre. Ce n'était pas vraiment une question par rapport à ceci, mais le débat là m'a amené cette réflexion sur aussi, finalement, la manière dont on a traité ceci. Et lorsqu'aujourd'hui, j'entends des gens qui me disent, mais l'hôpital n'est pas un problème, le nombre de lits, le nombre de soignants n'est pas un problème, c'est pas ça le problème. Il y a d'autres choses, et en partie, là, ce que vous avez expliqué le montre très bien. À la base, on peut très bien essayer de trouver d'autres politiques de santé publique sans passer par l'hospitalisation, mais quand j'entends aujourd'hui, de toute façon, les politiques de lits ou de médecins ou de soignants qui manquent ne sont pas le problème, j'en reste comme de ronflons, puisque de toute façon, dans l'expérience, ce qui s'est prouvé, c'est que oui, on ne fonctionne que par rapport à cet indicateur-là. Oui, il y a beaucoup, donc pas toujours. Une toute petite question, Lolo. Tu as parlé de l'établissement des politiques de santé publique au lendemain de la guerre. Il y a précisément un pays où la médecine de première ligne a été tout à fait socialisée, c'est la Grande-Bretagne, à la différence des autres. Est-ce qu'on voit une différence aujourd'hui par rapport au Covid? Je reviendrai, oui.
sur la question des personnes âgées. En dehors de celles qui étaient en maison de repos et de soins ou dans les EHPAD en France, il se dit quand même que l'on fait beaucoup d'efforts pour protéger justement les personnes âgées, et ce au détriment des personnes en âge d'être productives, etc. Où est le paradoxe entre ces deux constats? Je pensais mieux parce que sinon, de toute façon, il y a des questions que je peux aussi reprendre. Merci. Alors, comme on n'est pas un paradoxe près, je crois me souvenir qu'on a commencé à vacciner par les plus vieux et on a descendu l'âge. Je ne sais pas alors à quelle logique obéit s'il est vrai que, volontairement ou pas, on a voulu négliger les vieux. Et puis une question, je ne connais pas du tout ce milieu, franchement, mais ces maisons médicales, ces maisons d'anciens, de centres de soins, etc., sont médicalisées. Il y a un personnel médical quand même, soit permanent, soit passant, etc. Donc si l'un de ces médecins décide que pour des raisons médicales, soit quelqu'un qui est en train de mourir d'un cancer, soit quelqu'un qui a des cailloux, etc., doit être déplacé en hôpital, ça ne se fait pas. Non. Pendant la première vague, non. Non, mais en général. Ah non, non. En temps normal, oui. Et donc, quelqu'un qui est sur le point de mourir du Covid, lui ne peut pas aller à l'hôpital. Même si c'est un médecin qui l'envoie. Les médecins des maisons de repos avaient été prévenus, inutile de nous envoyer quelqu'un. Ça arrive tous les jours, tombe, se casse le col du fémur. Vous ne pouvez pas traiter ça dans la maison de repos, vous devez le traiter en milieu hospitalier. C'était interdit d'envoyer la personne qui s'était cassé le... Donc la seule chose qu'on pouvait faire, c'était donner des antidouleurs jusqu'à ce que la personne meure. Donc la profession médicale a une responsabilité et des explications à donner sur ce sujet-là. Non, c'est la politique publique. Je veux dire, le médecin individuel, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Prendre sa petite voiture et transporter... Non, je parle de politique publique, justement, en général. Tous ces vieux qui sont là, que apparemment, dans ce cas-ci, ne pouvaient pas être envoyés à l'hôpital. Je voudrais savoir un peu ce qu'en pensent les médecins, ce que pensent les fameux cercles de médecins qui font la loi parmi les médecins, parce qu'on ne les a pas entendus, là, en l'occurrence. En ce moment, en France, ils n'acceptent pas les gens qui font des accidents vasculaires cérébrales. Ils ne savent même plus les prendre. Oui, c'est juste pour répondre. Juste pour répondre. Juste pour répondre. Juste pour répondre un tout petit peu à ça, je vous le passe tout de suite. C'est pour cette raison que de très nombreux médecins en France, à un moment, ont décidé de démissionner de toute une série d'obligations administratives qu'ils avaient, parce qu'ils se sentaient en contradiction complète avec leur mission. D'après ce que j'ai compris. Et par rapport, tu as fait allusion aux maisons médicales. Vous pouvez enlever le masque? Donc, par rapport aux maisons médicales, justement, qui ont continué à soigner les patients pendant, y compris pendant le confinement, je le sais d'ailleurs en étant moi-même inscrite dans une maison médicale, et donc ce serait peut-être intéressant de pouvoir mettre en évidence la différence qu'il y a eu dans la crise de Covid entre la population qui relevait des maisons médicales ou non, par rapport à justement des propositions à faire pour l'avenir. Est-ce qu'on, je ne sais pas, s'il y a un suivi, si on va pouvoir montrer peut-être comment la population qui relevait de maisons médicales, une partie de cette population a réagi autrement, et d'ailleurs comment le suivi des personnes a eu lieu. Alors, une autre question, justement, par rapport à... Pardon. Une autre question, une autre problématique par rapport aux personnes âgées dans des maisons de repos. Il y a eu des maisons de repos où on a même carrément fermé des ailes. J'en connais une particulièrement. On a fermé une aile où il n'y avait plus que des gens qui étaient Covid. Et en fait, il y avait une partie du personnel qui l'était aussi. Et on n'a pas non plus porté attention. Il n'y a pas que les personnes âgées qui sont là-dedans. On a entre autres du personnel qui est mort d'ailleurs. Et on a tout à fait abandonné ce personnel-là aussi, sans les conditions, les conditions de travail, là aussi, on a des difficultés. Vous voulez continuer? Non, je vais laisser les autres. Il y avait aussi là.
Bonsoir. Oui, c'est bon, vous m'entendez. J'ai une question, alors elle peut paraître un peu hors sujet, mais tu pourras la traiter dans les prochains jours. Au vu des politiques publiques qui sont centrées sur le nombre d'hôpitaux et enfin, les cas d'hospitalisation et qui un peu mettent sur le côté les gens qui ne sont pas utiles à la vie active, selon toi, comment ils vont approcher les cas de Covid long? Parce que ma première hypothèse, ce serait que ceux qui sont atteints par ça, bon, il y a un manque de recherche, hein, ça va être généralement les travailleurs peut-être qui ont été en première ligne, qui ont été exposés. Il y a peut-être une dimension aussi que ce soit des travailleurs plus précaires. Et vu qu'il n'y a pas de traitement et qu'on ne sait pas comment gérer ça, ils vont peut-être pas pouvoir travailler différemment. Et je me demande, vu qu'ils ne vont pas impacter le système des hôpitaux, qu'est-ce qu'on va en faire de ces gens-là et comment on va les aider et les soutenir? Moi, je me pose juste la question par rapport aux politiques au niveau européen. Qu'en est-il au niveau... Parce que, bon, voilà, on parle de cette situation de vaccination où il y a eu pas mal de manifestations d'un pays à l'autre et tout ça. Bon, voilà, moi, je parle par rapport au fait des médias. Entre les médias et ce qui est réellement les politiques qu'ils mettent en place, il y a lieu quand même de se poser des questions au niveau de l'Union européenne. Est-ce que toutes les politiques en matière de santé publics sont vraiment coordonnés? Donc quels sont les enjeux à l'avenir, enfin, quelles sont les pistes qui sont vraiment abordées à l'avenir au niveau des politiques en matière de santé, mais au niveau européen? C'est déjà pas mal de questions et il y a une activité après à 20h. D'accord. Ça, on va devoir... Si vous êtes d'accord, je ne vais pas répondre de façon détaillée à tout, mais j'ai pris note de tout. Est-ce que je donne le micro juste à monsieur ou... Ah oui, oui, d'accord. Bon, je voulais aussi faire une remarque aussi, et qui est quand même révélateur de quelque chose de grave au sujet de la santé publique, c'est que au début de l'épidémie, le problème des statistiques était totalement vu de manière incohérente. Il n'y avait quasiment aucune étude au début, même quand il s'agissait des critères de mortalité, de tenir compte de la surmortalité. Il a fallu que ce soit des journalistes soudain dans le soir pour montrer qu'effectivement c'était la surmortalité qui comptait et non pas toutes les autres formes de critères qui étaient choisis. C'était donc assez effarant sur ce plan-là que l'étude statistique même du phénomène était totalement évanescente, et même du point de vue de celle qui venait et qui était publiée par Cienzano. Alors, sur la question du triage, c'est une question qui est commune à différentes interventions. La question du triage, c'est une question qui est commune à différentes interventions. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on a accès à quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on a accès à un lit en soins intensifs? Qu'est-ce qui fait qu'on a accès à l'hôpital? Qu'est-ce qui fait qu'on a accès à rien, etc., etc. Donc, c'est médicalement ce qu'on appelle le triage. Alors, dans le vocabulaire, je dirais, courant de la médecine, on ne l'assume pas sous ce terme. Et donc, vous avez une quantité de déclarations disant « Heureusement, on n'a pas dû arriver jusqu'au triage », ce qui n'est pas vrai. Et là, je vous recommande justement ce livre « Pandémie politique », aussi parce que, bon, c'est clair, nous sommes tous indignés par un certain nombre de choses. Et je crois qu'il faut comprendre les choses de façon politique, et justement pas uniquement à travers l'indignation. Donc, il n'y a pas eu la volonté de tel ou tel ministre de sacrifier les vieux ou d'euthanasier une partie de la population. Non, rien de tout cela. Ce qu'il y a eu, c'est un certain nombre de logiques politiques d'un côté, et d'autre part, des décisions dans l'urgence qui ont aussi une certaine logique politique, mais qui s'inscrit dans une dynamique contradictoire. Quand une des personnes a dit « Oui, mais c'est quand même les vieux qu'on a vaccinés en premier lieu », donc on a vacciné en premier lieu, d'une part, le personnel soignant, ce qui était une décision aussi tout à fait, je trouve, tout à fait correcte, plus les catégories d'âge. On a commencé par les personnes les plus âgées, on a commencé par les personnes des maisons de repos. Ce qui était aussi, de mon point de vue, une décision correcte. À partir du moment où on n'avait pas des vaccins pour tout le monde, il fallait établir un système de triage. Il fallait établir un ordre de priorité. Cet ordre de priorité, alors,
on peut discuter dans les détails, mais la légitimité en soi d'avoir un ordre de priorité, ben, ça fait partie de la gestion d'un système de santé. Si vous avez 100 000 doses de vaccins, vous ne pouvez pas vacciner 300 000 personnes. Après, on peut discuter pourquoi on n'a que 100 000 doses. Hein, mais ça, c'est plutôt pour les pays du Sud avec les brevets. Parce que dans les faits, les pays européens ont accaparé, avec les États-Unis, ont accaparé la grande masse des vaccins et ont laissé ensuite les autres se démerder. Donc chez nous, par rapport à ce qu'est la situation mondiale, il n'y a pas eu pénurie. Enfin, il y a eu une pénurie de vaccins, sans doute au niveau immédiat, en termes absolus, mais il n'y a pas eu de pénurie relative par rapport à la situation mondiale. Vous avez maintenant les statistiques sur la question de la dose booster, donc ce qu'on appelle la 3e dose couramment. Ben, là, c'est hallucinant. 0,02% de la population africaine a eu accès à la dose booster, hein, donc ça fait 2 sur 10 000. Et aux États-Unis, on est à plus de 8%, donc ça fait 800 sur 10 000. Donc vous avez une différence de 1 à 400 entre l'Afrique et les États-Unis. Et dans le cas de l'Afrique, là c'est clair, c'est vraiment la pénurie matérielle, c'est l'absence de dose. Dans d'autres pays, vous avez d'autres facteurs d'explication au niveau aussi de la manière d'organiser la campagne de vaccination. Bon. Donc là c'est une chose. Et donc je crois que par rapport, que c'est très important quand on analyse de façon critique les politiques suivies, de voir justement quels ont été les critères du triage. Et de voir que ces critères, d'une part, ne sont pas parfaitement homogènes, parce que jamais ils n'ont été assumés comme un problème politique. On les a toujours présentés comme la conséquence inévitable de la situation existante. Et le triage, en fait, existe, indépendamment du Covid, il existe pour quantité d'autres choses. Je parlerai sans doute jeudi du papillomavirus, hein, comme on organise le triage par rapport à la vaccination. Donc on a des systèmes de triage. Ce qu'on peut reprocher, c'est justement l'absence de débat politique. Pourquoi est-ce que le triage s'est fait de telle manière et pas de telle autre manière? Et là, c'est clair que vous avez une pluralité de critères qui peuvent être utilisés pour le triage, et que cette pluralité de critères ne peut jamais être mise en discussion uniquement à travers l'éthique médicale. On a besoin d'un débat politique là-dessus. Et donc on a besoin d'un débat politique pour dire à partir du moment où les ressources sont insuffisantes, posons-nous la question pourquoi elles sont insuffisantes, et ça c'est toute la question de la préparation pré-Covid et de l'oubli de ce qui s'était passé avec H1N1 et les précédents coronavirus. Donc ça c'est, je dirais, quand on jette un regard sur le passé, et quand on jette un regard sur l'avenir, c'est définissant des critères politiques qui établissent clairement comment doit se faire le triage. Et une des caractéristiques des politiques néolibérales en matière de santé en Europe, et là, justement, il faut nuancer, par exemple, quand on parle de certains pays d'Asie, c'est cet effacement du passé et, j'aurais envie de dire, aussi un certain effacement du futur. Donc c'est qu'on a fonctionné dans l'épidémie comme fonctionnent les traders à la bourse, au jour le jour, en recueillant des informations aussi bonnes que possible. Donc je ne crois pas qu'il y avait une volonté de manipuler les statistiques. On avait ce qu'on avait et on réagissait au jour le jour. Tout le passé et tout le long passé des luttes anti-maladies infectieuses a été en grande partie gommé, et y compris un passé récent, hein, les précédents coronavirus. Bon, c'est pas de l'histoire ancienne, hein, on parle des 20 années qui sont derrière nous. À un certain moment, l'Union européenne met énormément de fonds sur l'étude en recherche fondamentale sur ce que sont les coronavirus. Après l'alerte passée, hop, on coupe les fonds. Hein, et donc les équipes qui travaillaient sur les coronavirus, qui avaient été inondées de fonds, à la limite, ils ne savaient plus très bien comment dépenser tout cet argent, se retrouvent du jour au lendemain à devoir interrompre des projets en recherche fondamentale sur les coronavirus, parce qu'on a arrêté, on a considéré que c'était un gaspillage d'argent, puisque le problème ne se posait plus une fois que le MERS avait disparu de la circulation. Et c'était évidemment une politique complètement court-termiste, parce que là, allez lire n'importe quel article un peu sensible au problème de l'environnement sur les zoonoses, on va vous dire, mais il y en a de plus en plus, c'est inévitable, parce que le contact direct entre le monde animal et les humains s'intensifie, et donc cette transition qui fait qu'un certain nombre de virus s'adaptent à l'être humain et passent chez l'être humain, ben, récemment, on va avoir de plus en plus de cas. Alors, je ne dis pas
des cas nécessairement de la gravité du coronavirus, il y aura peut-être pire, il y aura sûrement beaucoup qui sont beaucoup moins dangereux, mais donc la décision de couper les fonds de recherche sur le coronavirus, à partir du moment où disons, l'alerte du MERS était passée, a été une décision complètement absurde, injustifiable, mais qui s'inscrit dans cette logique néolibérale d'une gestion au quotidien de ce que sont les affaires de l'État. Et qui, par exemple, dans le cas de Taïwan, dans le cas de la Corée du Sud, ça ne s'est pas passé comme ça. Et donc là, il y a quand même aussi, je crois, en termes de recherche comparative, un travail à faire sur qu'est-ce qui a fait que, dans un pays comme Taïwan, par exemple, tous les réseaux d'alerte épidémiologique au niveau le plus local ont été maintenus, alors que, dans le cas de l'Europe, et c'est tout aussi vrai pour les États-Unis, ça a été oublié. Alors, il y avait beaucoup de choses. Je dirais que sur la question des maisons de repos, aussi, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte. Un des points aussi très importants, c'est le fait que la gestion privée des maisons de repos a amené une chute brutale de la qualité des soins et de la qualité de la vie dans la maison de repos. Et donc, c'est pas un hasard si, c'était l'automne 2019, donc quelques mois avant le coronavirus, vous avez eu pour la première fois des mouvements de grève extrêmement durs en France, qui n'étaient pas des mouvements purement salariaux, c'était des mouvements pour que la qualité du travail des travailleuses, parce que c'est dans la maison de repos, on est, je crois, à 95% de femmes, ou en tout cas 90%, donc que la qualité du travail des travailleuses permette une qualité des soins. Et ce que les travailleuses des maisons de repos dénonçaient, c'était qu'elles étaient sans arrêt devant des injonctions contradictoires. On leur disait, ça fait partie de la morale d'aujourd'hui, surtout pas de maltraitance, surtout traiter bien les personnes âgées, et on leur en donnait jamais les moyens. Elles devaient accomplir des soins de façon de plus en plus standardisée, comme si elles étaient dans une production industrielle avec des poulets d'élevage, 4 minutes pour la douche, 3 minutes pour apporter le repas, etc. Et forcément, dans ces situations-là, la qualité de la vie des personnes qui sont dans ces maisons de repos se dégrade, et la maltraitance, elle devient organisationnelle, elle ne dépend pas de la bonne ou de la mauvaise volonté de la travailleuse en question. Et on a eu des mouvements semblables aussi dans un milieu qui est très difficile à organiser du point de vue des luttes sociales, c'est les assistantes à domicile en France. Donc il y a eu des luttes pour la syndicalisation des assistantes à domicile dans différents départements en France, notamment en Lozère, où en dénonçant des conditions de travail qui sont vraiment d'une extrême dureté et des salaires qui sont parmi les plus bas, ces femmes, en général, elles sont occupées par l'équivalent des SBL ou de pouvoirs municipaux, et donc elles doivent s'occuper de 10, 15, 20 personnes, soit très âgées, soit avec des handicaps, et elles sont absolument dans l'incapacité de répondre aux besoins de ces personnes, parce que ça, les conditions de travail qui leur sont imposées ne leur permettent pas. Et au contraire, en contraste, parce que je crois que c'est toujours intéressant de faire les contrastes avec des situations où les choses se sont passées moins mal, ou se sont mieux passées. Vous avez aux Pays-Bas une très grande organisation sous forme de coopérative d'assistantes à domicile, donc pour personnes âgées, personnes malades, personnes handicapées, et donc qui vit avec des formes qu'on pourrait comparer à une certaine forme d'autogestion, et en tout cas pour la première vague, je ne connais pas les données pour les vagues suivantes, on a pu montrer que leur travail a préservé un grand nombre de vies pendant le Covid. Parce que justement, elles ont une organisation démocratique du travail, et notamment elles ont un système de rémunération qui n'est pas basé sur des durées standardisées de service, donc où elles peuvent jouer sur chaque individu, dans telle personne, moi je fais tout ça en un quart d'heure, chez telle personne ça me prend 3 quarts d'heure, et c'est accepté par l'organisation, ce qui n'est pas le cas dans d'autres systèmes de rémunération. Grâce à cela, elles ont pu, je dirais, accomplir un travail de qualité par rapport aux personnes qui étaient qui bénéficiaient de leur assistance à domicile. En Belgique, dans la majorité des cas, on va penser à ce qui se passe dans le secteur des titres-services, ce sont des conditions d'emploi qui sont tellement dégradées, des conditions salariales et d'horaires, et d'organisation qui sont tellement mauvaises, que forcément la qualité du travail n'est pas, c'est pas le maître mot. La Grande-Bretagne. Ah oui, la Grande-Bretagne. Donc là, oui, Mathéo, tu as tout à fait raison. Donc le NHS, c'est effectivement
en 1945, le seul exemple, à l'époque, c'est assumé comme tel, c'est une médecine socialiste. Hein. Et donc, à l'époque, tant le Labour que toute une couche importante, c'est ça qui est intéressant en Grande-Bretagne, c'est qu'il y a une tradition de médecine sociale beaucoup plus forte que sur le continent, hein, et qui remonte à l'épidémiologie du 19e siècle. Et donc, il y a toujours eu des mouvements de réforme de la médecine, en partie liés au mouvement ouvrier, à partir du moment où le mouvement ouvrier se forme, mais aussi liés à des traditions de minorités, donc des églises dissidentes par rapport à l'église anglicane. Et qui ont toujours énormément, c'est vrai en santé mentale, c'est vrai sur tous les aspects de la santé. Alors, est-ce que ça, je n'ai pas de données pour dire ça mon hypothèse, c'est vraiment intuitif, je n'ai aucune preuve de cela, c'est que ça a, un peu comme au Brésil, freiné les dégâts de Johnson. Mais je ne suis pas sûr de ce que j'avance là. Donc là, ça demande vraiment, enfin, je n'ai rien vu qui permettrait de dire, grâce à la tradition NHS, les dégâts ont été moindres que ce qu'ils auraient pu être. Mais j'aurais tendance à penser que c'est un peu comme au Brésil. Ça aurait pu être encore pire s'il n'y avait pas eu le NHS. Ça, voilà. Mais c'est purement intuitif. Je n'ai aucune preuve de ça. Et il y avait Covid long. Oui, Covid long. Alors ça, effectivement, c'est un des défis importants que la gestion de l'épidémie dans l'urgence place tout à fait de côté. Aujourd'hui, je veux dire, dans nos statistiques, on s'occupe, il y a les morts, il y a les cas, etc. La question du Covid long, c'est déjà relégué au système des maladies chroniques. Et donc, c'est pour ça que ce que j'ai dit au début, syndémie, indépendamment de la beauté ou de la laideur du mot, c'est, je crois, une approche qui s'impose. C'est-à-dire, la crise du Covid, ce n'est pas une crise purement épidémique. Alors, c'est clair, la base, elle est épidémique, c'est un facteur, c'est une maladie infectieuse. Mais, dans le Covid long, évidemment, on est au dehors du problème de l'infection. Dans le Covid long, on est dans la perspective d'une maladie chronique, hein, ou d'un ensemble de maladies ou de symptômes qui seront chroniques. Et la manière qu'a le système de santé de séparer ce qui est chronique de ce qui est infectieux ne permet pas, à mon avis, de trouver une approche correcte de ce qu'est le Covid long. Hein, historiquement, tous les pays développés ont d'abord priorisé la question des maladies infectieuses parce qu'effectivement, la mortalité provenait principalement des maladies infectieuses. Hein, c'était les fléaux sociaux. Bon, donc, il y avait la tuberculose, il y avait quantité d'autres maladies infectieuses. À partir je dirais en gros de la Deuxième Guerre mondiale, l'attention se déplace des maladies infectieuses vers les maladies chroniques, principalement maladies cardiovasculaires et les cancers. Et l'approche médicale qui distingue ces deux types de maladies de façon totalement justifiée, parce qu'on n'attrape pas le cancer comme on attrape une tuberculose. Donc, la distinction que fait la médecine entre maladies infectieuses et maladies non transmissibles est tout à fait pertinente et normale. Cette distinction ne peut pas être transposée telle qu'elle dans les politiques. Et dans les politiques, on a besoin d'associer sans cesse l'un à l'autre, ne fût-ce que parce qu'il y a des transferts. Donc dans le cas du Covid, on a un transfert de l'infectieux vers le chronique par rapport au Covid long. Dans le cas, par exemple, du cancer du col de l'utérus, on a aussi une transmission de l'infectieux vers le chronique, puisque la seule cause connue du cancer du col de l'utérus, c'est le virus HPV. Et donc, on a un problème qui, au départ, était infectieux, mais je dirais dans le cas du HPV, sous sa forme infectieuse, elle n'a pas de conséquences immédiates d'une très grande gravité, enfin dans l'immense majorité des cas en tout cas, et à long terme, elle a des conséquences mortelles, mais sous forme de maladie chronique. Et donc on a, et ça c'est vraiment quelque chose de, j'aurais envie de dire, de structurellement inscrit dans l'approche des politiques. Ce n'est pas une question de gens qui voudraient tuer d'autres personnes, c'est vraiment quelque chose qui s'est structurellement inscrit, c'est qu'on a voulu reprendre des catégories médicales pertinentes du point de vue de la médecine, les transposer à la politique, et là, elles cessent d'être pertinentes. Ou plus exactement, leur pertinence doit être réévaluée, doit être réadaptée en fonction d'une vision d'ensemble de la santé. Et ça, c'était la fameuse approche de la déclaration d'Alma-Ata de l'OMS. Et qu'est-ce qui s'est passé immédiatement après? C'est que en partie l'industrie pharmaceutique, en partie la médecine libérale, mais aussi beaucoup d'États, notamment les États-Unis, ont joué un rôle très actif là-dedans. On a dit oui, la déclaration d'Alma-Ata, c'est formidable pour les pays pauvres.
Pour les pays riches, on a besoin d'autres approches. Les autres approches passent par la mercantilisation, par une vision technocratique, etc., etc. Et donc, le compromis qui se fait à l'OMS pendant les années 80, c'est de dire vos idées très brillantes de santé publique, c'est bien, mais ça va pour les pays pauvres. Nous, pays riches, on ne vous condamne pas, on vous donne même un peu d'argent. Hein, Bill Gates donne énormément d'argent à cela, mais on adopte une toute autre approche. Une autre approche qui, et là, elle a aussi une logique économique, mais sa logique n'est pas purement économique, ça permet la valorisation du capital, ça permet au capitalisme d'investir massivement dans le secteur de la santé et d'y trouver des profits qui sont des profits substantiels. Hein, et voilà, l'évolution des maisons de repos le montre amplement, l'histoire de l'industrie pharmaceutique le montre amplement, l'histoire de tout ce qui est technique médicale également. Et donc ça c'est un aspect qui est une logique économique, mais le tableau d'ensemble ne se comprend pas uniquement par la logique économique. Il n'est pas déterminé par cette logique économique. Cette logique économique interagit avec des logiques d'une part médicale et des logiques en termes simplement de ce qu'est la gestion de la politique publique, hein, et donc le néolibéralisme dans les politiques publiques. Et je crois que c'est la combinaison entre ces trois éléments, mais aussi les frictions qui peuvent exister entre ces trois éléments, qui permettent de rendre compte des différences d'un pays à l'autre, et éventuellement, par exemple, pour des pays comme l'Espagne ou l'Italie, d'une région à l'autre.